Je voudrais bien accueillir maintenant un groupe fantastique qui a créé pour la première fois en Angleterre le système psychédélique. Vous connaissez, monsieur Dimitri, hein? Il faut le dire quand même. Bon, alors maintenant je vais vous les présenter. The Pink Floyd. Ça, c'est du rock. Lorsque Nick Mason, le batteur du Floyd, donne en 1987 une interview à une journaliste pour parler de l'actualité du groupe et qu'il mentionne le nom de Syd Barrett, celle-ci lui demande à un moment donné « Mais au fait, qui est Syd Barrett ?» Même si son temps passé dans l'un des groupes majeurs de l'histoire du rock est infime, son impact sur les autres membres du groupe et sur leurs futures compositions est énorme. Et pas qu'en termes de style musical. Alors, quel héritage laisse-t-il derrière lui après son départ en 1968 ? Et même avant toute chose, qui est cet homme à l'origine d'un des épisodes les plus mélodramatiques de l'histoire du rock ? Qui est Syd Barrett ? C'est en 1965 que le guitariste Roger Keith Barrett, dit Syd, forme le groupe de rock psychédélique Pink Floyd, avec 3 de ses amis étudiants en architecture. Il faudra attendre l'été 67 pour que le groupe sorte son premier album, The Piper at the Gates of Dawn, pur chef-d'œuvre du mouvement psychédélique naissant et unique fruit du génie de Barrett, qui compose, écrit et dont la figure charismatique est au centre du groupe. Le Floyd va être propulsé à la tête de l'underground londonien en se distinguant par des concerts mêlant lumière stroboscopique planante et volumes sonores expérimentaux. What I'm saying is that if one gets immune to this kind of sound, one may find it difficult to appreciate softer types of sound. Sid, yes? No? I don't think that's so. No. I mean, everybody listens. We don't need it very loud to be able to hear it, and with some of it is very quiet, in fact. Right. Personally, I like quiet music just as much as loud music. We play in large halls and things where obviously volume is necessary. Le style de Barrett se caractérise par un univers fantastique et enfantin, tant dans ses compositions mélodiques subtiles, improvisées à la guitare, que dans ses paroles poétiques et raffinées. Mais nombreux sont les artistes, et en particulier sur la scène rock de l'époque, séduits par le fétiche du moment, le LSD. Syd Barrett n'en réchappera pas indemne. Sa très forte consommation de substances psychotropes pousse les 3 autres membres du Floyd à recruter, pour seconder Barrett à la guitare, un de ses amis d'enfance, David Gilmour. Il ne faudra pas plus de 3 mois pour que le groupe passe de 5 membres, avec Gilmour, à 4, sans Barrett. Le diamant fou ne réapparaîtra pas de sitôt. Le nom du groupe donné par Syd Barrett est en hommage à 2 bluesmen américains, Pink Anderson et Floyd Council. Ah oui, petite précision, flamant rose en anglais, ça se dit flamingo. Ok ? Bref, tout ça pour en venir à la configuration du Pink Floyd, la vraie, celle qui va régner sur le rock progressif durant la décennie à venir, les 70s. On pourrait résumer la carrière du Floyd en 4 grandes périodes. Avec le départ de Barrett s'achève la période underground et psychédélique du groupe. Après 2 albums, celui-ci va peu à peu s'orienter vers un rock progressif sous l'ère Gilmour, avec 5 albums entre 69 et 72, dont 2 bandes originales de films. Le Quatuor expérimente alors sa musique d'une autre manière, en façonnant un style qui se démarque petit à petit de l'influence de Barrett. Avant de connaître l'apogée en 1973, avec un succès planétaire, tant commercial qu'artistique, Dark Side of the Moon, 3e album le plus vendu de l'histoire de l'industrie musicale. Pink Floyd continue sur sa lancée, avec un album beaucoup plus mélancolique que le précédent et enregistré dans des conditions difficiles. Mais on va y revenir. Puis un opus vengeur et amer,
envers les attaques du pourfendeur mouvement punk rock qui conquiert l'Angleterre à la fin des 70s. Et enfin, l'opéra rock ultime, dernier coup de maître, celui d'un quasi seul homme, le bassiste Roger Waters, ayant pris définitivement les commandes du groupe. Autoritaire envers ses comparses, et allant même jusqu'à virer Rick Wright, claviériste originel du Floyd. Une quatrième et dernière période après The Wall, avec un dernier album à 3, avec Waters et sans Wright, puis 3 autres albums, sans Waters et avec Wright. Le moment le plus intéressant de la carrière du groupe, selon moi, se passe entre 73 et 75. Juste après le succès de Dark Side of the Moon, c'est là que j'en viens au fait. D'un point de vue purement objectif, quand on sort le plus grand succès commercial de tous les temps, je veux dire pour l'époque, il est très difficile, créativement parlant et psychologiquement même, de se remettre en selle pour pouvoir trouver l'inspiration sur un nouvel opus. C'est pourtant ce que nos 4 books tentent de faire début 75, en ne sachant pas bien où ils vont. De plus, la dernière tournée ayant éreinté certains membres, en particulier Waters qui ne supporte plus le public pour qui il joue, les tensions se font de plus en plus ressentir entre les 2 leaders naturels du groupe, Roger Waters et David Gilmour. Ce dernier préférant s'isoler pour relancer son processus créatif, et l'autre reprochant au reste du groupe son inertie et son manque de communication. Les synergies entre les 4 membres ayant toujours été équilibrées jusqu'ici, le succès de l'album précédent semble avoir eu raison de l'unité du groupe. Gilmour, l'âme instrumentale et harmonique, a remplacé les envolées planantes du son de Barrett, et trouve en Richard Wright, le claviériste, une complémentarité rare, qui fait tout le son du Floyd, version Gilmour. Tandis que Waters devient l'unique parolier et auteur des chansons, et s'approprie peu à peu le leadership. I had to fight David for a bit, as he acknowledges completely. You know, we had a completely different idea about it was, and that was a fight that I won. L'absence de Syd Barrett donnera à ses 2 successeurs l'inspiration pour ce nouvel opus. Wish You Were Here sera l'album hommage à leur ancien leader et ami. Cinq morceaux, dont un épique, splittés en 2 titres, car ne tenant pas sur une seule face entière d'un disque. Shine on You Crazy Diamond, chanson sur le thème de l'absence d'inspiration, l'absence d'unité entre les 4 musiciens, l'absence de Syd Barrett. Remember when you were young, you shone like the sun. Shine On, si l'on colle ces 9 parties bout à bout, en fait le morceau le plus long du Floyd, tout album confondu, et peut-être même le plus abouti musicalement. Puis Welcome to the Machine et Have a Cigar, critique acerbe envers l'industrie musicale par Roger Waters, qui voit dans ce milieu plus une machine à fric qu'un moyen d'expression artistique. C'est ce qui rend cet album complexe si particulier, dans sa genèse autant que dans son résultat. Album qui réussit à lier solitude et fraternité, tension interne et bravoure collective. Gilmour dira de celui-ci « De l'incommunicabilité entre nous sont nées la force et la singularité de notre musique. » L'album cristallise l'héritage laissé par Barrett après son départ. Lorsque le groupe est alors en pleine phase de mixage de Shine on You Crazy Diamond, quelqu'un leur rend visite. My memory is that I came into the studio and there was this guy standing there in a gabardine raincoat, a large bloke, and I had no idea who it was. And surprisingly, no one's saying, who's that person? What's he doing wandering around all our gear in the studio? And then him coming into the control room and standing around, and how
remarkable how long it was before anyone actually woke up. Finally, I think it was David who said, Nick, do you recognise him? And I looked, and I think I either shrugged my shoulders, or at some point Dave sort of put me out of my misery and said, it's Sid. So you think you can tell heaven from hell, blue skies and pain? Can you tell a green field from a cold steel rail, a smile from a veil? Do you think you can tell? We're just two lost souls swimming in a fishbowl, year after year, running over the same old